De retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie de Politicia, nos invités Fofana Aboubakar, Albouri Ndiaye et Iboun Tamiya Silla sont toujours avec nous. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Peu importe le successeur de Nkosazana Dlamini Zuma, ces défis s'annoncent de taille entre réformes, gestion de crise, financement de projets, développement économique. Un gros plan avec Idelette Mirabel Bissou. On en parle juste après. Plus que quelques jours et le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sera connu. Les défis qui attendent le prochain président sont essentiellement d'ordre politique, diplomatique et économique. Sur le plan politique, la résolution de certaines crises fait partie des dossiers urgents, notamment la crise sud-soudanaise entre le président Salva Kiir et l'ancien président Riek Machar qui s'enlisent. Pour rappel, le 23 janvier 2017, l'ONU a une nouvelle fois demandé d'accélérer la mise en place du contingent des 4000 soldats qui devait s'ajouter aux 13 000 de la MINUS en juillet 2016. En Gambie, si la crise post-électorale semble être résolue, la sécurisation du pays demeure une priorité. On attend de l'Union africaine au plan politique qu'elle s'affine davantage, notamment sur les questions de gouvernance, notamment avec les élections à venir, et consolider et raffiner la démocratie en Afrique. Au niveau diplomatique également, il faut que l'Afrique aujourd'hui puisse aussi, à défaut d'avoir une puissance comme les autres États, puisse également s'imposer sur la scène, à défaut de la puissance, qu'au moins elle ait une influence, qu'un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau des affaires internationales ne mettent pas l'Afrique en marge de certaines décisions. L'autre défi qui attend le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, c'est la crise politique en République démocratique du Congo. Même si les évêques congolais réunis au sein de la CENCO semblent avoir réussi à réconcilier opposition et pouvoir, le sujet reste important pour l'Union africaine qui garde un œil sur le dénouement de la crise dans ce pays. À côté des défis politiques et diplomatiques, entrent en jeu les défis économiques qui eux aussi s'étalent sur plusieurs ordres. Je pense que le principal enjeu qui bloque l'Afrique et qui nous retient en dessous des autres, c'est d'abord celui de l'indépendance économique, entendue au sens de la capacité pour les pays africains de s'approprier leurs propres ressources et d'en disposer suivant les aspirations internes de leur population. Je pense que si l'Afrique parvient à dépasser, à relever ces 5 défis, la pauvreté, le chômage, l'insécurité, la défaillance du marché, l'impuissance de nos États, alors à ce moment-là, nous pouvons lever nos regards vers la conquête de la mondialisation du marché mondial en étoffant nos propres technologies fondées sur nos cultures. À l'ère des grands chantiers sur le continent, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine devra avant tout assurer la stabilité sécuritaire à l'intérieur des États et entre les pays pour prétendre au décollage économique dans les différentes régions du continent. La problématique de la libre circulation des biens et des personnes reste l'une des préoccupations majeures pour une intégration économique réussie en Afrique. Monsieur Silla, à l'heure où les foyers de tension sont encore nombreux sur le continent, le principal défi, ce sera la lutte contre le terrorisme. Avec cette même question qui revient, quelle stratégie doit appliquer l'Union africaine pour endiguer ce fléau? Quelle stratégie on devra appliquer? Je pense que, comme je l'avais dit auparavant, dans le cas pour vraiment ces crises qui se posent dans les pays et aussi ce phénomène de terrorisme, il faudra quand même que les organisations sous-régionales quand même prennent le leadership pour ça. Parce que l'Union africaine, quand même, c'est comme un paquebot et que c'est vraiment difficile de manœuvrer à tout coup parce qu'il y a tellement de challenges que vraiment vous n'arrivez plus ils vont plus se retrouver dans tout ça. Moi, je pense qu'il faut que, par exemple, je cite le cas du Sénégal et de la CEDEAO dans le cas de la Gambie. Je pense que dans les autres régions aussi, il faut que quand même les États aussi, les organisations régionales puissent prendre ce leadership. Mais il y a un autre phénomène au niveau du terrorisme. Parce que, vous savez, je pense que les pays africains ont une très mauvaise approche de ce terrorisme. Parce que ce que nous appelons actuellement, c'est surtout le terrorisme islamique, comme ils l'appellent, qui vient de la désintégration de la Libye. Je pense que ce sont des phénomènes quand même que nos leaderships politiques avaient mal négocié, par exemple, avec ces Occidentaux, lorsqu'ils étaient prêts à envahir un pays comme la Libye. Et par exemple, dans le cadre du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso, je pense que c'est l'effet quand même domino de la Libye qui
qui se montrent là-bas. Et dans les autres régions aussi, c'est presque la même chose. Donc je pense que quand même, il faut que notre leadership politique quand même puisse comprendre les enjeux internationaux et quand même dire par exemple aux Occidentaux des fois, non, nous n'allons pas nous embarquer dans cette aventure-là parce que les retombées seront très négatives pour nous et puis nous ne saurons pas comment faire face. Je pense qu'il y a tout un... Ce serait un package là qu'il faut vraiment mettre en place pour quand même faire face à toutes ces crises. Alors le principal obstacle auquel est confrontée l'Union africaine dans son exercice, c'est le manque de financement. M. Fofana, et ce malgré la création d'un fonds de lutte contre le terrorisme. Est-ce que finalement la volonté politique, la volonté affichée par les États est réelle? Il est permis d'en douter. La première des choses à faire quand on met en place une organisation comme celle-là, c'est de s'acquitter de ses cotisations. Et que constatons-nous que sur le budget de fonctionnement de l'Union africaine, d'un montant de 416 millions de dollars, il y a 92% qui sont consentis par des donateurs étrangers. Incroyable. Où est l'indépendance là-dedans? Je ne la vois nulle part. Donc il faut déjà se donner les moyens de sa politique. Se donner les moyens de sa politique, c'est de commencer déjà à s'acquitter de ce dont on est redevable pour une institution comme celle-là. Quelles alternatives finalement pour le financement de cette institution? Parce que vous l'avez rappelé, 90% du budget est assuré par les puissances étrangères. Mais de quelles alternatives dispose-t-on finalement pour financer nous-mêmes Africains cette organisation? Il y a différentes formes qu'on peut imaginer. Déjà, en s'acquittant, chaque État en s'acquittant de sa cotisation, on arriverait à un certain montant. Première chose. Ça veut donc dire qu'il y a un manque de volonté jusqu'ici. C'est ce qui est à la base de tout. Toutes les organisations sous-régionales ou au niveau d'un même pays, on met des institutions. On commence par mettre les institutions avant de penser même aux moyens de financement. Non, il faut faire les deux en même temps. Et le jour où on prendra conscience de ce phénomène, on sera bien avancé. Il faut que les États s'acquittent de ce qu'ils doivent. Je dirais que beaucoup de défis attendent le futur ou la future présidente de l'institution. Parce qu'il sera face à un écosystème qui n'est pas du tout facile, pratique en ces moments-là. Moi, je veux dire, par exemple, le défi de l'organisation, de la structuration de l'Union africaine, par exemple. Son financement. Parce que c'est Kadhafi qui prenait en charge 15% des financements. Du financement du budget africain. Kadhafi n'est plus là pour le faire. Donc, est-ce qu'on peut considérer que sa disparition, par exemple, a affaibli, en tout cas sur le point financier, cette institution? À coup sûr, parce que c'est un homme qui croyait aussi au panafricanisme, même si on savait, il avait des relents, on va dire, de manipulation derrière, mais en tout cas, il croyait, c'était un panafricain sincère, je pense. Et par rapport à ça, aussi, il y a le défi sécuritaire. Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, il y a une prolifération du terrorisme en Afrique, notamment le terrorisme islamique. Et même, je peux parler du terrorisme politique, c'est-à-dire des chefs d'État qui s'accrochent à leur pouvoir et qui sont prêts à envoyer des enfants soldats et les enfants des autres au charbon. Et également, il y a le défi, je pense, de la haine entre les peuples. Parce que, vous savez, ça me choque beaucoup en tant que panafricaniste convaincu de voir que certains Africains peuvent s'en prendre à d'autres Africains. Je prends l'exemple des ratonnades qui sont passées en Angola, qui ont concerné nos frères guinéens. Il y a aussi les ratonnades qui sont passées en Afrique du Sud, qui ont concerné les ressortissants du Congo et des pays ouest-africains. Moi, je pense qu'avant toute chose, il faut déjà réconcilier les Africains entre eux-mêmes. Et quand on parle du Maghreb, en Algérie, au Maroc, les migrants sont assassinés. Il n'y a pas un seul jour, on n'entend pas un seul migrant assassiné au Maroc ou bien en Algérie, y compris par la police. Et vous pensez que c'est à la Commission de l'Union africaine de jouer ce rôle de rapprochement entre les peuples? Oui, tout à fait. Parce que je pense que le président doit avoir quand même un leadership, une voix qui donne, qui porte pour dire, écoutez, aimons-nous les uns les autres et travaillons ensemble pour pouvoir porter en fait sur les hauts sommets cette institution-là. Je suis d'accord avec Dr Ndiaye jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que l'Union africaine a un problème structurel.
et qu'on ne peut pas vraiment régler un problème structurel avec des solutions conjoncturelles. Justement, les observateurs s'accordent à dire que cette institution a besoin de réformes. Une réforme en profondeur. Justement, quelles sont les réformes les plus urgentes selon vous? Les réformes les plus urgentes, je pense que c'est d'abord définir même les priorités de cette organisation. Qu'est-ce que dans les 10 prochaines années, ou bien dans les 5 prochaines années, quelles sont les priorités? Et bon, définir ces priorités et savoir les exécuter. Et moi, je mettrais en avant la priorité économique. Parce que vous savez, vous pouvez donner la quiétude à la personne, vous pouvez lui donner de la paix, mais si elle n'a pas de quoi manger, ou si les perspectives économiques sont bouchées, je pense que là, vous allez vous retrouver dans la même situation. Le développement économique est également difficile à atteindre, tant qu'il n'y a pas la stabilité. Mais c'est-à-dire que c'est là où je dis que, essayons de ne pas nous focaliser sur la supranationalité. Elle ne peut pas réussir à ce stade-ci. Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur les pays, les organisations régionales, définir, construire des pays, des États assez solides, les regrouper en organisations régionales et quand même après pouvoir aller au niveau continental. Mais pour ça, quand même, ce qu'on devrait faire, c'est que réduire les charges de l'Union africaine, c'est-à-dire il y a certains dossiers qu'on devrait vraiment retourner aux organisations régionales et comme ça l'Union africaine aura beaucoup plus de flexibilité à manier certains dossiers prioritaires. Bon, il y a quand même, j'ai quelques réserves par rapport à ça, parce que moi je pars du principe qu'il y a les priorités, mais il y a aussi les priorités des priorités également. Et par rapport à ces priorités des priorités, il y a la question du terrorisme. Parce que, vous l'avez rappelé tantôt, quand il n'y a pas de stabilité, quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement étranger, il n'y a pas d'investissement des entreprises. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas dire, écoutez, on va réfléchir, on va encore envoyer des technocrates, on va élire des gens, on va réfléchir. Et attendez pour votre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a le djihad qui est au Sahara, au Sahel. Il y a le Mujao, il y a AQMI, il y a Ansar Dine. Il y a une floraison de groupes terroristes qui écument aujourd'hui en fait, nos territoires. Je pense que en fait, ce qui urge, c'est que les chefs d'État se mettent autour d'une table pour réfléchir à une force d'intervention africaine. Bon, pas les Comog, hein, parce que voilà, les Comog, je ne suis pas du tout un partisan de les Comog, mais en tout cas refonder une véritable armée africaine, en fait, dotée de moyens de renseignement, de moyens aériens de défense, pour combattre, pour extirper Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb. Monsieur Ndiaye, je suis d'accord je suis d'accord, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que si vous prenez par exemple ces organes, vous voulez bâtir une armée, vous allez vous tourner encore vers ces bailleurs de fonds, les Américains, les Français, les Allemands, pour financer cette armée-là. Donc on n'est pas sorti de l'auberge là. Donc ce que moi je pense qu'il faut faire, il faut d'abord bâtir des États. Parce que si aujourd'hui, vous prenez la Guinée-Bissau, quels que soient les instruments que vous mettez en place, si vous prenez la Guinée-Bissau ou bien des États comme le Libéria, Sierra Leone, vous allez toujours avoir des problèmes parce qu'il y a des problèmes structurels qui sont là-bas, qui sont réduits, qui n'ont pas été résolus. Alors, quel que soit l'instrument que vous leur donnez, je pense qu'il y a ce problème qui va constituer un obstacle. Je voudrais qu'on parle tout de même d'un autre défi de taille, qui est celui de la création de la Cour africaine de justice. Monsieur Fofana, on parle ici des problèmes de financement. Comment est-ce qu'on va pouvoir financer cette Cour? Pour un peu revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, il y a la force africaine en attente. Que je sache, tout est prévu sur les papiers, mais les financements manquent. C'est pour vous souligner la difficulté de la tâche. En fait, les problèmes économiques demeurent le levain de toutes les difficultés que nous connaissons. À partir du moment où on se sera attaqué dans un même pays, je parle, pourquoi des vagues de ressortissants prennent le risque de prendre les océans pour venir en Europe? Simplement parce que souvent, ils ne trouvent pas sur place les conditions d'employabilité qu'il faut. Bon, alors vous me parlez de la Cour africaine de justice. Qui serait une institution supranationale qui serait là pour s'occuper des problèmes juridiques qu'on n'aurait pas pu traiter. Je voudrais en savoir un peu plus avant de me prononcer sur ce sujet. J'ai pas de... Alors, c'est une institution qui serait justement supranationale pour juger les problèmes qui ne peuvent pas être jugés par les États à l'échelle nationale. Mais c'est une institution également qui offrirait l'immunité aux chefs d'État africains. C'est son seul but? Offrir l'immunité aux chefs d'État?
Non, alors, je la conçois bien, excusez-moi, je la conçois bien si elle vient, parce que nous savons que les Africains ont une certaine réticence. Il y a des menaces des États qui veulent se retirer de la CPI et autres. Mais si cette Cour africaine de justice pouvait s'occuper justement, c'est ça l'idée. De juger sur place ce dont on ne veut pas livrer à la CPI, j'applaudirais dès demain. Moi, je suis partant. C'est une bonne... Non, je pense que pour moi, cette affaire de cour africaine et tout ça, là, je pense que c'est assez prématuré. Parce qu'on a des priorités quand même qui sont la mère des priorités actuellement. Justement, comment expliquer que cette institution qui manque de financement multiplie ainsi les projets alors que ceux qui ont déjà été adoptés peinent à être financés? Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, mon grand souci maintenant, c'est comment, par exemple, ce marché africain, développer ce marché africain, aider les start-up africaines et créer des emplois durables. Parce que quand je dis des emplois, c'est pas, vous n'allez pas mettre des enfants à balayer les rues pour leur donner quelques pièces, mais des emplois qui sont vraiment durables. C'est ça ma priorité à ce point-ci. Et vous savez, moi, il y a une chose qui m'inquiète et que beaucoup de gens n'ont pas encore vu, c'est que la tendance à laquelle nous allons aujourd'hui, c'est que vous allez voir le continent africain divisé en 3 grandes zones. La zone maghrébine, la zone australe et la zone subsaharienne. Et ces 2 zones qui sont en haut et en bas, c'est-à-dire australe et maghrébine, actuellement ont un certain PIB quand même qui est assez soutenu. Donc quand les entreprises occidentales vont venir investir en Afrique, ils vont se tourner vers ces 2 zones qu'ils vont utiliser comme tête de pont. Et l'Afrique subsaharienne va rester comme un continent de consommation. Et ce sera le mot de la fin. Merci, M. Iboun Temia Silla, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du parti Disso, qui est un parti d'opposition au Sénégal. Monsieur Albouri Ndiaye, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et Monsieur Fofana Aboubakar, merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.